Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une séquence de quatrième concernant le triangle rectangle, et plus particulièrement dans ce triangle rectangle, Pythagore, le fameux théorème de Pythagore ou propriété de Pythagore, ainsi que quelques notions concernant cosinus. Donc ça peut être aussi revu facilement par des élèves de troisième, puisqu'il y en a qui ont parfois des problèmes en quatrième avec ces notions clés. Au niveau des choses déjà vues et que l'on va retrouver, le vocabulaire concernant le triangle rectangle et puis la liste des carrés parfaits, des principaux carrés parfaits, ça va nous faire gagner du temps. Au niveau des découvertes et des connaissances et compétences à acquérir, connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif, encadrer une racine carrée entre deux nombres entiers, comme ceci, c'est ça, un encadrement. Utiliser la calculatrice pour déterminer une valeur approchée d'une racine carrée. Utiliser la racine carrée en lien avec des situations de géométrie. En fait, ce sera quand nous aborderons Pythagore. Mettre en œuvre, écrire un protocole de construction de figures à partir des connaissances sur le cosinus, le théorème de Pythagore et la réciproque de ce théorème. Démontrer qu'un triangle rectangle et utiliser le cosinus pour déterminer la mesure d'un angle. On commence sans plus attendre. Alors déjà, on va voir un peu ce qu'est la racine carrée d'un nombre positif. Il faut obligatoirement que le nombre soit positif. Alors, il va y avoir une définition qui va être en 3 étapes. Déjà, comme on vient de le voir dans le titre, il faut avoir un nombre qui soit positif au départ. Ensuite, on va prendre la racine carrée de ce fameux nombre. Et la racine carrée de ce nombre va elle-même être un nombre positif. Et troisième information, dont le carré est A. Dont le carré, ça veut dire que ça va être le carré de ce qui était dit juste avant. Et juste avant, c'est la racine carrée. Alors cette définition, elle n'est pas à savoir complètement par cœur, elle va être surtout à savoir utiliser. Alors on va voir, on va traduire ces 3 morceaux de phrases en mathématiques, en langage davantage mathématique. Et comme il y en a 3 parties, je vais mettre 3 codes couleurs, bleu, vert et orange pour la fin de la phrase, la fin de la définition. Traduisons déjà ce début, A étant un nombre positif. Ça ne devrait pas trop vous poser de problème, donc ça veut dire que A est supérieur ou égal à 0. Deuxième morceau de phrase, la racine carrée de A. Donc, à ce moment-là, on va écrire la racine carrée de A est un nombre positif. Donc, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 0. Et à ce moment-là, dernière partie, dont le carré, donc on va prendre ceci au carré, est A, sous-entendu, est égal à A. Alors, petite précision, le symbole racine carrée, on va tout de suite en parler après, ici, quand il y a des parenthèses et que l'exposant est à l'extérieur, on peut très bien ne pas écrire les parenthèses, mais attention, il faut que l'exposant 2, il soit bien à l'extérieur de la racine carrée. On parle aussi d'un radical. Ce symbole, c'est aussi un radical. Donc ceci se lit racine carrée de A, et en fonction des polices d'écriture, on peut le trouver ce symbole-là, donc celui-ci qui serait un peu comme cela. On peut trouver aussi ceci avec un petit crochet, pour bien penser à mettre toute la valeur à l'intérieur. Donc ça, c'est pas forcément à savoir par cœur, par contre ça, oui, c'est précieux, c'est vraiment très utile. On va voir quelques exemples. Premier exemple, racine carrée de moins 9. Comme vous le voyez, c'est bien moins 9 qui est sous le radical. Si on repense à ce qu'on a vu précédemment, là on a un petit souci, parce que le nombre A qui est ici sous le radical,
il doit être positif. Donc cette première condition ici n'est pas exaucée puisque moins 9 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc on dira que racine carrée de moins 9 n'existe pas. Et comme là j'avais mis un codage en bleu, je me l'écris en bleu. Sous la racine carrée, le nombre doit être positif. Ce n'est pas le cas ici. Deuxième exemple, racine carrée de 7, le tout au carré. Bon, on sait que c'est égal à ceci, puisque on a des parenthèses qui sont inutiles. Et là, on se retrouve avec cette situation ici. On a bien, d'une part, la valeur ici qui est positive. Le 7 est positif, donc on va pouvoir écrire que c'est égal à 7. Ce qui signifie aussi que, comme c'était racine de 7, le tout au carré, un nombre au carré, souvenez-vous, c'est bien le nombre multiplié par lui-même. Donc cette fois-ci, on a bien exaucé, respecté ce qui est à la fois ici, et j'aurais pu mettre éventuellement un peu de bleu pour le tout début. Alors, autant quand vous avez vu les puissances, vous avez dû apprendre des carrés parfaits, il est très pratique, très utile de connaître les racines carrées de carrés parfaits. Donc vous prendrez le temps de les regarder, les utiliser, ça va faire gagner du temps pour la suite. C'est un peu toujours la même chose, hein. Donc en fait, ce type de choses, comme je l'indique avec le petit nuage là-bas, qui représente un peu un cerveau, comme un cerveau, c'est à savoir en automatisme. Alors on va voir maintenant comment encadrer une racine carrée entre deux nombres entiers. Par exemple, on va vouloir encadrer racine carrée de 17 entre deux nombres entiers. Alors ça va être assez simple. Il faut déjà prendre le temps d'observer et d'utiliser cette liste. Alors plus vous l'aurez en mémoire, plus ce sera facile à trouver. Donc racine carrée de 17, eh ben, on va le positionner dans la liste. Et on voit que racine carrée de 17 serait quelque part ici, entre les deux. Parce que j'observe que 17, il est compris entre 16 et 25. Donc, déjà 17 n'est pas un carré parfait, mais en cherchant des carrés parfaits, on voit que 16 et 25 sont deux carrés parfaits. Donc on peut dire que 17, notre fameux 17 ici, ou là, est compris entre le carré parfait 16, puisque c'est 4 au carré, et le carré parfait 25, puisque c'est 5 au carré. À ce moment-là, on aura le droit d'écrire que racine carrée de 16 est inférieure à racine carrée de 17 est inférieure à racine carrée de 25. Et si vous connaissez cette liste par cœur, bah vous voyez que racine de 16, c'est égal à 4. Racine carrée de 17, on le garde, puisque c'est la valeur que l'on voulait encadrer. Et racine carrée de 25, c'est égal à 5. D'où l'intérêt de bien les positionner en colonne pour bien voir ce que l'on fait avec quelques mots de vocabulaire pour que le lecteur, le correcteur, puisse vous comprendre. Autre point que vous devez être capable de faire, c'est d'utiliser la calculatrice avec la touche racine carrée. Là, encore une fois, il faudra vous entraîner à la maison en fonction de votre calculatrice. C'est assez simple. Si vous ne trouvez pas, demandez à votre professeur ou à des camarades déjà. Et puis vous pouvez regarder dans votre notice, parfois vous égarez la notice, donc vous tapez sur un moteur de recherche dans un ordinateur, le modèle de votre calculatrice, touche racine carrée, et vous trouverez très vite un tuto ou des explications. Alors à quoi ça sert? La touche racine carrée, elle permet de calculer pour une valeur donnée sa racine carrée. Le résultat sera exact ou approché. On a vu juste avant que si c'est la racine carrée d'un carré parfait, on aura une valeur exacte, un résultat exact. Voyons tout de suite quelques exemples. Calculer racine carrée de 729. J'en profite pour insister, attention de bien tracer le radical suffisamment grand pour que tout soit dessous.
le 9 aussi. Donc là, vous prenez votre calculatrice, vous essayez, et vous devez trouver 27 sur votre calculatrice. Donc c'est vraiment 27, je mets un signe égal, et je peux affirmer à ce moment-là que c'est une valeur exacte. Deuxième exemple, avec racine carrée de 532. Pareil, vous tapez sur votre calculatrice, et là, vous voyez que votre affichage, il est occupé par plein de chiffres. Conclusion, ce n'est pas vraiment égal, ça va être environ égal à 23,06. J'aurais pu mettre un chiffre de plus ou un chiffre de moins, il faut faire un choix, ça dépend de ce que demandera en général les énoncés. Et à ce moment-là, eh bien c'est une valeur approchée. Et ici, je l'ai approchée au centième, parce que j'ai mis 2 chiffres après la virgule, et par défaut, parce que je l'ai mis un tout petit peu plus petit. C'était 0,6 et d'autres chiffres après. Si j'avais mis 0,7, ça aurait été un tout petit peu plus grand, j'aurais mis par excès. Allez, un dernier exemple, racine carrée de 6,25, maintenant que vous vous êtes entraîné avec les deux premiers, eh bien vous avez trouvé une valeur exacte qui est 2,5. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser ces différentes notions avec ce fameux théorème de Pythagore. On dit aussi, comme je le disais en introduction, propriété de Pythagore. Ça revient exactement au même. Alors l'énoncé, souvent vous l'avez découvert en activité préparatoire, il dit que si on a un triangle rectangle, donc avec un angle droit, que l'on est capable d'identifier l'hypoténuse, qui est le plus grand des côtés, ou le côté opposé à l'angle droit, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce n'est pas à savoir par cœur, je mets des pointillés rouges et on va tout de suite mettre en pratique. Par une formule mathématique. Donc, si on a un triangle ABC rectangle en A, alors, ça c'est le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et on peut observer que s'il est rectangle en A, eh bien c'est au niveau de la somme qu'on retrouve également 2 fois le point A. C'est un petit truc pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, l'hypoténuse, il n'y a pas le point A, alors qu'ici, on retrouve 2 fois le point A. Ça, c'est vraiment à connaître par cœur. Le fameux trait rouge dans la marge, on va l'utiliser dans des exercices. Alors, à quoi ça sert? Quelle est l'utilisation du théorème de Pythagore? En classe, vous avez dû voir, et puis en réfléchissant, on trouve assez vite l'idée. Eh bien, en fait, si on a un triangle rectangle, donc dans un triangle rectangle, si on connaît 2 des côtés, peu importe lesquels, c'est de là, ou c'est de là, ou c'est de là, alors ce théorème va permettre de calculer la longueur du 3e côté. C'est très pratique, ça tombe souvent au brevet, il y a plein d'utilisations possibles. Ça, à savoir par cœur, puisque quand on apprend quelque chose, il faut savoir à quoi cela sert. Sinon, ça ne sert à rien d'apprendre quelque chose. C'est le cas de le dire. Alors, vous avez le site de Daniel Montrard, dont je parle régulièrement, que vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités intéressantes pour visualiser. En fait, vous l'avez peut-être vu en activité préparatoire, quand on fait les carrés, quand on fait ce côté au carré, eh ben c'est un peu comme si on calculait la surface d'un carré, puisque la formule de l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Et bien cette surface-ci, plus cette surface-là, elle est égale à celle-là. Donc le site permet de le vérifier. Je vais cliquer rapidement pour vous montrer une des possibilités. Voilà, par exemple, là, c'est rempli d'eau, par exemple, ces 2 surfaces-là. Et on va voir que, hop, quand ça coule, ça coule, ça coule dans le dernier, ça correspond pile poil au plus grand. Voilà, c'était un petit exemple. On revient
à la suite. Alors on va, premier exemple, calculer dans cette situation-là, le dessin n'est pas à l'échelle, hein, c'est pas grave, mais les valeurs sont bonnes, et on cherche le côté de l'hypoténuse. Déjà, première chose très importante, et c'est là où on est content, c'est que l'on a un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Il faut déjà l'écrire dans la rédaction, donc je commence tout de suite ma rédaction en disant j'ai un triangle RST et en quel point il est rectangle. Ensuite, je vais dire que j'utilise le théorème de Pythagore, comme dans toute rédaction où on explique ce que l'on fait. C'est un peu ce qui se passe dans votre cerveau. Youpi, j'ai un triangle rectangle, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Et on écrit tout de suite l'égalité, vous avez dû vous entraîner à en faire un exercice, qui correspond, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et on retrouve, c'était rectangle en S, on a bien ici 2 fois le point S. Bon, maintenant on va remplacer par les valeurs connues. Ah oui, petite précision, j'allais oublier. Inutile de dire toute la phrase expliquant ce que dit le théorème de Pythagore. Dénoncer tout le théorème. Pas besoin de dire le carré de l'hypoténuse est inutile. Donc on en revient ici. On remplace par les valeurs connues, et puis on calcule, et on va disposer parfaitement en colonne. Les signes égales les uns en dessous des autres. Donc ça fait 576 plus 100, 676. Mais nous, ce n'est pas RT carré qu'on cherche, c'est RT. Donc on en prend la racine carrée, il ne faut pas se tromper. RT carré devient RT, et 676, la racine carrée de 676, à la calculatrice, on trouve 26, c'est un carré parfait. Et on n'oublie pas l'unité. Donc voilà pour le calcul, ici, de l'hypoténuse. Bien sûr, après, il faut mettre en pratique dans des exercices comme d'habitude. Deuxième exemple, cette fois-ci, ce n'est plus l'hypoténuse, comme vous le voyez, qu'on va calculer. C'est un des deux autres côtés. Ici, le côté EF. Alors au début, vous allez voir, il n'y a absolument rien qui change. Donc déjà, on peut dire qu'on a un triangle rectangle en E. On va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore et on écrit l'égalité. Comme d'habitude. Juste un petit truc. Comme cette fois-ci, ce n'est pas l'hypoténuse que je cherche, au lieu d'écrire le carré de l'hypoténuse, au lieu de le mettre au début, je vais le mettre à la fin. Regardez bien. Donc, la somme des carrés des deux autres côtés, ici et là, est égale au carré de l'hypoténuse. En fait, j'ai interverti les deux. J'ai le droit, c'est une égalité. Et puis maintenant, je remplace, comme toujours. Voilà, je précise que l'on cherche l'hypoténuse ou un autre côté, l'égalité s'écrit de la même façon. Là, c'est juste que ça va être plus simple de garder l'inconnu plutôt dans le membre de gauche. Je remplace. F au carré, je ne le connais pas, je le laisse. Je remplace par les valeurs connues. 3 carrés, 4 carrés, je peux les calculer. Et c'est là qu'il y a une petite nouveauté. Alors, si vous avez déjà travaillé les équations, ça va être ultra simple. Sinon, soyez un peu plus attentifs. En fait, nous, on ne cherche pas FE carré plus 9, on cherche FE carré. Donc, il y a le plus 9 qui est en trop. Donc, comme il y a 9 en trop, eh ben, on va vouloir l'enlever. Mais si on l'enlève dans un membre de l'égalité, il va falloir aussi l'enlever dans l'autre. C'est un peu comme si vous aviez une balance à deux plateaux. Vous vous dites, tiens, ben là, il y a FE carré plus 9 de ce côté-là, et puis de l'autre, il y a le 16. Ici, vous vous dites, je veux enlever le 9, mais je veux garder l'équilibre. Ben, pour garder l'équilibre, si vous enlevez le 9 ici, elle va faire comme ça, la balance. Ah, pardon, non, elle va faire comme ça, elle va être plus légère, donc elle va remonter. Mais nous, on veut garder l'équilibre, donc il va falloir faire pareil dans l'autre plateau, donc dans l'autre membre. Donc, j'ai enlevé 9, j'ai soustrait 9 ici, il faut que je le soustrais également ici. Donc soyez très attentifs à ça. Bon, ensuite, je continue. FE carré égale 7. Toujours mes signes égales bien mis en colonne. Moi, je cherche FE et pas FE carré, donc j'en prends la racine carrée. Là, ça ne va pas tomber juste parce que ce n'est pas un carré parfait, 7.
Donc je prends ma calculatrice. Soit je mets ceci comme valeur exacte, ça dépendra de la question. Soit je mets FE environ égal grâce à la calculatrice 2, décimètres, qui est une valeur ici arrondie au dixième. Petite bulle que j'ai rajoutée, si l'énoncé ne dit rien, il faut en général garder une valeur exacte, surtout en allant vers la troisième et le lycée. Voilà, donc la seule petite particularité, c'est vraiment ici, puis le cas où ce n'est pas exact. Mais des utilisations avec quelques exercices, ça va bien vous venir dans votre mémoire. Voilà, pour calculer un des côtés dans un triangle rectangle quand on connaît les deux autres. Grand 3, la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, réciproque du théorème, ou ça pourrait être réciproque de la propriété ou propriété réciproque. Tout ça, c'est la même chose. Donc, on se souvient, la réciproque, on change de place la conclusion et les données. On va tout de suite voir l'énoncé. Donc, ça dit, si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Cette fois-ci, au départ, on ne sait pas s'il est rectangle. On va vérifier si c'est égal, et alors on conclura qu'il est rectangle. Alors là, souvent, j'ai des élèves qui me disent « Mais monsieur, vous parlez du plus grand côté. Pourquoi vous ne dites pas l'hypoténuse ?» Mais on ne peut pas parler d'hypoténuse, parce qu'on ne sait pas si le triangle est rectangle pour l'instant. Peut-être que ce sera l'hypoténuse. On verra uniquement la conclusion. Donc on dit bien le carré du plus grand côté. Ce n'est pas à savoir par cœur. On pourrait aussi écrire, par exemple, pour le triangle précédent, si on a l'égalité, alors le triangle ABC est rectangle en A. Puisque là, c'est bien notre lettre A qui est répétée au niveau de la somme. À savoir par cœur, et on va voir l'utilisation. Alors l'utilisation, vous l'avez un peu compris, on en a parlé et c'est assez facile à comprendre. C'est dans un triangle dont on connaît la longueur des trois côtés, cette fois-ci il faut connaître les trois côtés, la réciproque du théorème permet uniquement de prouver qu'un triangle est rectangle. Donc c'est pour montrer qu'il est rectangle. Le cas où il n'est pas rectangle, il y a une petite astuce dont on parlera après. Donc, uniquement de prouver qu'il est rectangle. Exemple 1, voilà une figure. On se demande, s'il est rectangle, on a bien les longueurs des trois côtés. Comme dit tout à l'heure, on ne peut pas utiliser, enfin, il va falloir utiliser le calcul, ce n'est pas le rapporteur ou l'équerre qui permet d'affirmer. On identifie le côté le plus grand. Ici, c'est le segment RM. Comme on ne sait pas si l'égalité est vraie ou pas, il va falloir calculer séparément les deux membres. Très très important, vraiment. Donc on calcule déjà Rm au carré. Ça fait 6 au carré, 36. Puis, séparément, la somme des carrés des deux autres. Et là, on trouve la même valeur. Maintenant, on peut donc être certain que l'égalité est vérifiée. On va pouvoir conclure avec la réciproque. Comme ceci égale cela, là on compare. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RPM est rectangle en P. Autre situation, de même on identifie le plus grand côté qui est HB, on en calcule son carré, on fait ensuite séparément la somme des carrés des deux autres côtés, et cette fois-ci, on observe que ça n'est pas égal. C'est presque égal, mais ça n'est pas égal. Donc, c'est différent. Même si c'est de peu, on ne peut pas dire que c'est égal, donc c'est différent. Et à ce moment-là, comme l'égalité n'est pas vérifiée, on va conclure qu'il n'est pas rectangle, mais sans utiliser la réciproque. Et on va écrire comme ceci, que c'est d'après
la conséquence du théorème de Pythagore. En fait, quand vous avancerez et que vous serez au lycée, vous parlerez d'autre chose, mais au collège, c'est uniquement ceci. S'il y en a qui vont entendre parler de la contraposée, ce n'est pas au programme de collège. Le triangle DHB n'est pas rectangle. Là aussi, il va falloir pratiquer ces deux types d'exemples. Et dernier point pour cette séquence, une partie du cosinus d'un angle aigu, ce qu'on appelle aussi une partie de la trigonométrie. La trigonométrie, ça étudie les angles. Alors on est encore dans un triangle rectangle, puisque c'est la séquence, et on va se prendre un angle aigu. J'ai pris celui-là, que j'ai appelé petit a. Et ce cosinus petit a, il va être donné par une formule qui est cos, ça se symbolise comme ça, cosinus, C-O-S, cos de l'angle A, égale côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. On va identifier ces deux choses. Alors, le côté adjacent, adjacent c'est un mot que vous avez déjà utilisé concernant les angles et les côtés en cinquième. Adjacent, aussi en français, ça veut dire à côté. Donc, l'angle adjacent à l'angle A, on pourrait hésiter entre ces deux-là. Mais comme on est dans un triangle, celui-là, il porte déjà un nom, c'est l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à l'angle A, c'est forcément AC. Donc, à ce moment-là, tout à l'heure, on va compléter. Par exemple, si on prenait un angle I ici, le côté adjacent à l'angle I, il est contre, mais ce n'est pas l'hypoténuse, ce serait celui-ci. Donc voilà, on pourrait dire que c'est égal à distance AC sur distance AB. Distance AC sur distance AB. Un trait rouge à côté de tout ça, c'est important, et on va tout de suite voir une application. Pour information, dans un triangle rectangle, ça va nous permettre de calculer la valeur d'un angle aigu. L'année prochaine, en troisième, vous compléterez, vous calculerez des distances. Quelques remarques. Le cosinus d'un angle aigu est toujours une valeur comprise entre 0 et 1. Le cosinus d'un angle n'a pas d'unité de mesure, c'est un coefficient. Et si rien n'est précisé dans l'énoncé, on donnera un résultat approché au millième. Si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez cos de 35 degrés, vous trouvez environ 0,819. Là, j'ai mis une petite remarque importante. Attention de bien travailler en mode degré avec la calculatrice. On est bien compris entre 0 et 1. Il n'y a pas d'unité de mesure. Et là, j'ai bien mis au millième avec 3 chiffres après la virgule. Un exemple. Donc, on a un triangle rectangle. On connaît l'hypoténuse et le côté adjacent de cet angle A. On va dire qu'on a un triangle rectangle en S. On écrit la formule côté adjacent de l'angle A sur hypoténuse. On remplace les valeurs connues dans la même unité de mesure, obligatoirement la même. On simplifie quand c'est possible. Et puis après, on prend sa calculatrice, vous verrez avec votre professeur, en utilisant cos exposant moins 1, cos moins 1, vous verrez. Et en tapant à la calculatrice, vous trouvez environ l'angle A est égal à 44,4 degrés arrondi au dixième. Bonne utilisation à tous. Posez des questions si c'est nécessaire. Revoyez des parties de cette vidéo. À bientôt.